remercie d'avoir accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup. Je n'oublie pas M. Guédénou Eric, qui est journaliste, rédacteur en chef adjoint actuel de Canal 3 Bénin. M. Ganaro, merci d'avoir accepté de modérer le débat de ce soir. Je reconnais parmi le public M. Distel Amoussou, qui est également une figure publique de ce pays. Merci. Professeur Dakouz, je ne sais pas si je dois vous remercier encore, mais je dois le faire moralement, parce que vous êtes de tous les rendez-vous, de tous les combats avec nous. Merci de votre présence. Je remercie toutes les figures politiques, toutes les figures publiques qui sont présentes ici. Je remercie également les citoyens simples lambda qui viennent à nos débats pour participer à l'échange, parce que notre objectif, c'est construire ce pays. Je tiens à préciser que le thème de ce soir, comme vous le lisez, c'est l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle. Ce n'est pas un thème polémique. Non. Nous avons mis ce thème pour susciter la réflexion. Ce n'est pas une prise de position partisane. Pas du tout. Nous avons mis ce thème pour avoir des échanges, pour que chacun puisse donner son point de vue par rapport à ce qu'il pense de la précarité de ce pays. Donc, la tribu exponentielle ne vous choque pas. Le président Yaki l'avait fait observer. Nous lui avons dit que non, nous voulons juste le débat. Ce n'est pas du tout partisan. Le professeur Djangwenou l'avait signalé ici déjà le 10 avril passé que ce n'est pas un attribut qui le dérangeait, mais que lui, il pense que c'est un peu limitatif et que les défis actuels, c'est un peu plus global. Et c'est dans ce sens que lui a développé sa conférence. Donc nous sommes dans une attitude d'échange, de partage, de réflexion. C'est dans ce sens que ce thème a été choisi. Voilà. Merci, mesdames, messieurs, encore pour votre présence. Alors, le premier axe de ce soir, ce sera le mot d'ouverture du père directeur, l'abbé Éric Aguenounon, qui est également une figure publique de ce pays désormais. Parce que c'est un analyste politique pointu qui n'hésite pas à donner son point de vue sur les questions qui concernent notre nation. Il apporte sa contribution modestement à l'avancée de ce pays, à sa façon. C'est un philosophe politique, c'est un écrivain, essayiste, donc c'est un homme de réflexion. Nous allons l'écouter pour son mot d'ouverture. C'est lui qui va planter le décor du débat de ce soir. Et je vous invite donc à l'ovationner pour que nous puissions l'installer pour écouter son mot d'ouverture. Mon père, veuillez prendre place au milieu de cette tribune pour que le peuple puisse vous écouter. Merci beaucoup. Nous rappelons à nos amis journalistes le principe de toujours installez-vous, câblez-vous et retirez-vous pour que le public puisse voir directement l'intervenant. Merci beaucoup, chers amis. Mesdames et Messieurs les représentants des ministres et présidents d'institutions en République du Bénin, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les autorités politico-administratives à divers niveaux, Mesdames et Messieurs les professeurs d'université, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs de l'armée et de la police nationale. Mesdames et Messieurs les acteurs et leaders politiques,
des différents partis politiques, révérend père, révérende sœur, et tout spécialement révérend père Rico Beita, secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale du Bénin. Distingués invités, en vos rangs, grades, titres, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, chers membres de l'IAJP, chers amis de l'IAJP, je souhaite à vous tous la bienvenue à notre débat du jeudi pour le compte de ce second trimestre 2025. L'IAJP Champ d'Oiseau, institution de la conférence épiscopale du Bénin, au service de la doctrine sociale de l'Église et de la promotion de la culture de la paix dans le dialogue constructif, se réjouit de l'élection du pape Léon XIV en tant que successeur de Saint-Pierre, Saint-Pierre, premier des apôtres. Grande est notre joie d'avoir un pape de terrain, épris de justice et de paix, artisan de justice et de paix et de la dignité de la personne humaine. En la personne du cardinal Robert Francis Prévost. Sublime est notre fierté d'avoir le pape Léon XIV, dont le nom est arrimé à celui du pape Léon XIII, père et fondateur de la doctrine sociale de l'Église ou de l'enseignement social catholique, avec sa très célèbre encyclique Rerum Novarum, écrit en 1891, et plus précisément le 15 mai 1891. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Rerum Novarum. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance de la théologie morale sociale, déclinée sous le thème générique doctrine sociale de l'Église ou enseignement social de l'Église. 15 mai 1891, 15 mai 2025, 134 années de marche réflexive, intellectuelle, dynamique et d'action avec la doctrine sociale de l'Église. Cette encyclique Rerum Novarum a été écrite dans un contexte social majeur, situé entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Contexte social majeur au regard de la misère et de la pauvreté subie injustement par la classe ouvrière en ce contexte d'industrialisation. Rerum Novarum dénonce l'exploitation miséreuse des ouvriers et les essais cupides du capitalisme. Elle encourage le syndicalisme et le catholicisme social, c'est-à-dire la pratique de la charité dans l'Église. Rerum Novarum propose une solution conforme à la vérité et à l'équité, en condamnant fermement le socialisme qui entraînerait la dissolution de la propriété privée. Le pape Léon XIII, associant travail, propriété privée et industrie,
prône le travail pour tous, la rémunération pour tous, la liberté pour tous, tout en s'opposant à la lutte des classes. Léon XIII clarifie la position de l'Église catholique, qui respecte l'ouvrier et le patron, respectant les droits et devoirs de chacun d'eux et invitant chacun d'eux à la réconciliation, à la communion et à l'entraide fraternelle pour une économie durable et un développement intégral de l'homme. Ainsi, Rerum Novarum fonde tout le travail de réflexion en matière de doctrine sociale de l'Église. Le pape Léon XIV, en s'appuyant de fait sur le ministère pétrinien de Léon XIII, place la doctrine sociale de l'Église comme socle de son ministère pétrinien, qui commence par ce mot fort, cette expression forte, par cette exhortation priante: la paix soit avec vous. C'est dans cette mouvance de la paix soit avec vous que l'IAJP San Joazo se réjouit et est fier de porter depuis 25 ans l'exercice de mettre en œuvre par la réflexion, par la formation et par les activités contenues l'enseignement social de l'Église. Ce soir encore, demain encore et pour toujours, nous agissons. Nous agissons avec vous. Agir avec vous. Agir avec vous, cher président Jacques Ayaki, cher honorable Jules Lodjou, cher monsieur Almeg Ganako. Vous avez accepté généreusement venir ce soir débattre. C'est un acte citoyen, c'est un acte intellectuel et c'est un acte de fraternité. Fraternité, justice, travail. Que ce temps de travail puisse resserrer nos liens, puisse réveiller en nous le désir d'aller de l'avant. L'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle est tiré de toutes nos visites sur le terrain. L'IAJP, intervenant dans plus de 215 établissements catholiques de la maternelle au collège, en mettant à leur disposition des outils pédagogiques en vue de constituer, de former un bon grenier de citoyens et de citoyennes pour demain. L'IAJP a cette habitude, donc un acte de terrain. Je pense ici aux élèves, aux enseignants, tous en marche. Je vous remercie. Je pense que le Père mérite plus d'applaudissements. Merci beaucoup, cher Père, d'avoir planté le décor. Merci pour les efforts que vous faites, pour la contribution que vous apportez modestement pour l'avancée de ce pays. Merci pour le travail de terrain que vous faites aussi à l'intérieur du pays. Vous avez constaté beaucoup de choses et nous, avec vous, c'est pourquoi nous voulons réfléchir aujourd'hui pour voir ce qui se fait et pour voir également ce qui peut se faire davantage pour le bien de notre pays. Parce que je tiens à le préciser, l'IAJP aime ce pays. Et tout ce que nous faisons, c'est par amour pour ce pays que nous le faisons. Merci, monsieur le directeur, pour votre mot d'ouverture. À présent, je vais inviter monsieur
Éric Guédénon, journaliste ici au Bénin. Il est actuellement rédacteur en chef adjoint à Canal 3 Bénin. C'est lui qui sera notre modérateur pour ce débat de ce soir. C'est un spécialiste des médias, un spécialiste de la communication, et celui qui nous l'a recommandé, je ne vais pas dire son nom, si c'est lui qui nous l'a recommandé, ça veut dire que c'est un monsieur qui sera à la hauteur du débat de ce soir, au regard des panélistes que nous avons. Donc nous faisons confiance et nous voulons l'inviter avec vous, sous vos applaudissements, à s'installer là où le père directeur était tout à l'heure. Vous voyez l'honneur qui vous est fait. Monsieur Guédénon, vous voulez vous asseoir au même siège que le père directeur? C'est béni. Béni c'est le Seigneur. Merci beaucoup. Donc ce sera à vous de présenter les panélistes et d'installer chacun d'eux pour que le débat puisse commencer. Monsieur Guédénon, vous avez la parole. Merci à vous, monsieur Justin Pardon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être ici ce soir pour cette rencontre d'échange avec nos invités. Il me soit permis de dire merci à l'Institut des artisans de justice et de paix. Merci à son directeur, Éric Guédénon, pour cette initiative de conférences, de débats, et de carrefours de réflexion autour de la bonne gouvernance comme fertilisant de souveraineté, de justice et de paix. Pour rappel, ce thème avait choisi par l'Institut cette année pour dérouler son agenda de conférences sociales dont l'objectif est de faciliter la convergence des approches entre les acteurs politiques, les experts et les élites, dans le but de renforcer justement les réponses conjointes et durables aux défis du développement par le biais de la bonne gouvernance. Et dans l'exécution de son agenda, ce à quoi l'Institut des artisans de justice et de paix nous convie ce soir, c'est d'engager des discussions sur un sujet d'intérêt en lien avec le thème général que j'ai évoqué il y a un instant. Il s'agit donc de l'impératif de la gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle. Et bien, dans un contexte mondial marqué par l'instabilité économique, les inégalités sociales croissantes et les crises multiformes, qu'elles soient sanitaires, climatiques ou géopolitiques, la pauvreté prend des formes nouvelles et gagne du terrain. Et face à cette réalité, justement, une question centrale s'impose. La bonne gouvernance est-elle la clé pour enrayer cette précarité? Comment les politiques publiques peuvent-elles être repensées pour mieux répondre aux besoins des populations les plus vulnérables? Quelle responsabilité portent les dirigeants, les citoyens dans la construction d'un modèle de gouvernance plus équitable, plus transparent et plus efficace? Et ce soir, pour justement faire cet exercice, nous sommes avec des experts, des acteurs du terrain, des responsables politiques. Ensemble, nous allons essayer de comprendre pourquoi la bonne gouvernance n'est plus une option, mais une nécessité vitale pour affronter les défis de notre époque. Et sur ma liste, mon premier invité que je vais annoncer et qui va s'installer, c'est l'honorable Jules Lodjou, ancien député à l'Assemblée nationale. Il est actuellement membre fondateur du parti Les Démocrates, responsable des opérations du parti. Merci de l'installer sous vos ovations. Après lui, je voudrais inviter M. Jacques Ayadi, on ne le présente plus, président du parti Noël Bénin, appelé le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Merci de l'ouverture de l'ouverture. Et pour finir, M. Ahmed Kandabo, acteur de la société civile, ex-qualité président du conseil d'administration de l'ONG Changement Social Bénin, juriste, spécialiste en gouvernance publique et en droit humain. Merci de vous installer.
Avec vous, chers invités, nos moments d'échange vont durer 1h15. Le temps de laisser aussi la parole à nos participants de participer à travers les questions. Notre thématique, c'est l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle. Et je voudrais d'entrée de jeu, justement, nous inviter pour cet exercice à l'écoute, au respect du temps de parole de chacun. Et tout ceci dans une ambiance fraternelle, comme l'a souligné le père directeur Aguilera. Alors, bonsoir. Bonsoir. Président, bonsoir. Honorable, bonsoir. Monsieur Ramel, bonsoir. Merci de votre disponibilité pour faire cet exercice avec nous. Tout à l'heure, avant d'entrer, on taquinait M. Ramel sur la question de savoir est-ce que la société civile existe encore au Bénin. Je pense que par votre présence, vous apportez la démonstration de ce qu'elle existe. C'est bien le cas? Merci pour la parole, monsieur le directeur. Notamment, je voudrais bien très chaleureusement laisser mes salutations à tous les participants et participantes à la présence dans le monde d'échange. Je crois que de la posture qui est mienne, et en respect à mes collègues qui sont encore bureau en ce moment, qui vient tous les matins assidûment à 8 heures, je dois quand même de vous répondre tout simplement en attendant le développement qui concourt de la séance que la société civile travaille d'arracher. Peut-être de votre prisme de perception, vous n'avez pas la bonne vue. Ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Je reste avec vous, vous qui êtes justement spécialiste en gouvernance publique. Que recouvre, selon vous, la notion de bonne gouvernance? Je voudrais rappeler la consigne de M. Christian-Lacanton, qui souhaitait que nos collègues puissent s'installer. Commencer au REC, et puis on va permettre aux participants d'avoir une vue globale sur le podium. On peut compter sur vous décaler légèrement. Monsieur, c'est bon? Satisfait? Ah, doyen. Vous pouvez tous, parce que c'est lui qui parle, restez tous de son côté. Et vous pouvez. Eux, ils parlent, vous restez de son côté. C'est pour ça que vous avez toujours filmé les manifestations officielles. On doit voir ceux qui parlent, sinon c'est pas la peine. Les gestes comptent pour leur vie. Pour ceux-ci, vous restez tous, vous restez comme ça. Et nous voyons les gens. Allez un peu, vous pouvez régler vos caméras. Merci, doyen. On va pouvoir continuer et relancer sur la première question avec M. Ramel Gamako. Que recouvre, selon vous, la notion de bonne gouvernance, mais des quelques spécialistes de la gouvernance publique? Merci. C'est vrai qu'il n'y a pas une assimilation univoque à la notion de la bonne gouvernance, mais on peut quand même retenir que cette notion de bonne gouvernance est pensée à cet effet. Le plein respect des droits de l'homme, l'état de droit, la participation effective, les partenariats multipartites, le pluralisme politique, la transparence et l'application du principe de responsabilité dans les procédures et dans les activités des institutions, l'efficience et l'efficacité du secteur public, la légitimité, l'accès à la connaissance, à l'information et à l'éducation,
la disponibilité de moyens d'action politique, l'équité, la visibilité, la viabilité plutôt, des attitudes et des valeurs qui favorisent la responsabilité, la solidarité et la tolérance. En résumé, un peu de la bonne gouvernance est liée au processus et résultats politiques et institutionnels nécessaires pour atteindre les objectifs de développement. Le véritable test d'une bonne gouvernance est la mesure dans laquelle elle tient ses promesses en matière de droits de l'homme, droits civils et politiques, sociaux, économiques et culturels. La question clé est la suivante: les institutions de gouvernance garantissent-elles de manière efficace le droit à la santé, à un logement convenable, à une alimentation suffisante, à une éducation de qualité, à une justice équitable et à la sécurité de la personne? Le Conseil des droits de l'homme a reconnu que les piliers de la bonne gouvernance sont la transparence, la responsabilité, l'obligation de rendre compte de ses actes, la participation, la capacité de répondre aux besoins de la population. Et le PNUD ajoutera que la bonne gouvernance se définit par des systèmes de gouvernance et gouvernementaux qui sont compétents, efficaces, inclusifs et transparents. On reviendra tout à l'heure sur cette déclinaison. Je suis sûr et certain que l'honorable Jules Lodjou aussi à cette définition de la gouvernance. Quelle est votre approche à vous de ce processus? Merci beaucoup. Je m'appuierai de ne pas dire merci à l'IALD, à l'Église qui nous offre le cadre et l'environnement pour discuter de la République, de la gestion de la République. Merci à vous. Bon, je crois que M. Nanapo a évoqué tous les piliers de ce qu'on peut appeler une bonne gouvernance. N'oublions pas que la gouvernance, oui, nous ne manquons pas de gouvernance. Il y a de cela depuis les années 30. La question de bonne gouvernance des entreprises était connue. Mais en matière de bonne gouvernance liée à l'État, au quotidien de l'État, c'est les institutions mondiales qui ont commencé par le. Et là, les piliers qu'il a cités sont les piliers reconnus et abordés depuis toujours. Je vais prendre aussi l'avis du président Jacques Ladjaki sur sa conception de ce Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas trop habitude de sauter pieds joints dans les débats. Avant de faire un débat, il faut débattre. Moi, je vais parler du thème. Le thème qui me réunit ce soir. Donner ma perception sur ce thème-là. Et faire du débat dans le prisme de cette l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels et la garantie d'expansion. D'abord, sur le plan sémantique, le thème, il me pose problème. Il pose problème parce que ce thème annonce de façon péremptoire un défi. C'est-à-dire présente la précarité comme une mauvaise chose à laquelle il faut trouver une réponse. Et la réponse, selon les concepteurs du thème, c'est la bonne gouvernance. Alors cet impératif de bonne gouvernance, cet appel à la bonne gouvernance est lancé à qui? Est-ce qu'elle est lancée aux institutions publiques? Est-ce qu'elle est lancée à la société civile? Est-ce qu'elle est lancée? Cet appel, est-ce qu'elle est lancé? Je veux savoir à qui cet appel est lancé. Parce que la bonne gouvernance concerne tout le monde. Lorsque vous êtes journaliste, vous devez faire votre travail de journaliste en respectant les normes de gouvernance. Lorsque vous êtes société civile, vous faites votre travail
dans la bonne gouvernance. Lorsque vous êtes dans la contestation, vous faites votre contestation en respectant la bonne gouvernance. D'accord? Cela dit, la précarité n'est pas une mauvaise chose pour moi. Ce n'est pas une mauvaise chose. Lorsqu'on commence le débat en présentant la précarité comme une mauvaise chose, on va faire faux. On va faire faux. Et lorsque on pousse le bouchon en ajoutant l'épithète exponentielle, on s'enfonce davantage dans cette fausseté-là. Est-ce que c'est parce que j'ai un emploi précaire que je suis pauvre, que je manque de revenus? La réponse est non. Parce que c'est non pour vous. C'est non pour le commun. C'est non pour le bon sens. Pour le bon sens, il est. Je suis un ingénieur. Je choisis de ne pas aller dans un emploi permanent. Je me mets en freelance. Je gagne des consultations. Je les fais. Il y a des temps creux. Pendant que je gagne des consultations, j'ai beaucoup de moyens. Et il y a comment on appelle, une rupture dans cet emploi-là. Eh bien, je ne suis pas pauvre. Lorsque je n'ai pas de maison, je n'ai pas les moyens de construire ma maison, et je suis en location, je suis en situation précaire. Ça ne veut pas dire que je suis mal logé. Ça veut dire que le thème de précarité, il faut le définir. Et il ne faut pas le voir comme une mauvaise chose. Ça, c'est clair à mon niveau. Je suis un artisan, un maçon, un mécanicien. Et je vis au jour le jour. Je trouve un marché, je l'exécute, je gagne de l'argent. Il y a des moments où je n'ai pas de marché, j'attends, et ça c'est la précarité. La précarité, c'est l'instabilité dans une situation. Et la situation n'est pas forcément une situation mauvaise. Donc, déjà pour moi, placer la précarité comme un problème me pose problème. Et mieux, dire que la bonne gouvernance est la solution à ce qui n'est pas un problème me pose davantage problème. Et le débat, je l'animerai en restant focus. C'est pour ça que nous sommes là ce soir pour faire justement ce débat. Merci beaucoup. Ramel Kandapo, justement au niveau de cette thématique, est-ce qu'on peut faire un lien direct entre une mauvaise gouvernance et une précarité financière? Disons que sans être dans la même posture de lecture et de compréhension que mon prédécesseur, j'avais compris un peu à la lecture globale des thèmes de référence qu'il était opportun d'assimiler la précarité en fait à l'incertitude du lendemain pour bien d'autres, et donc à la misère. Et donc de ce point de vue, il était question de s'interroger, de marquer un arrêt sur les piliers et les éléments constitutifs, disons, de la bonne gouvernance, et de s'interroger sur leur effectivité dans le contexte du Bénin, et après établir un lien de cet exercice de vérification des effectivités, du respect de ces piliers, pour en arriver à, pas une conclusion, mais à une relation de cause à effet. J'ai compris que c'est cet exercice que vous nous avez invité, et donc il serait question, comme le disaient les autres il y a quelques décennies, entre nous, qu'on s'interroge sur comment nous implémentons la bonne gouvernance avec ses exigences, tantôt explicitées à travers l'assimilation universelle, régionale ou sous-régionale à laquelle le Bénin a adhéré, et qui d'ailleurs structure depuis les droits fondamentaux consacrés dans la Constitution, passant par les lois d'opérationnalisation en termes de droits positifs,
vérifier vraiment si tout ça, dans leur application ou inapplication, pourrait expliquer la pertinence de notre assise de ce soir. Cependant, dans un contexte de mauvaise gouvernance, je prends cet exemple, est-ce que cela peut induire justement des questions de souffrance, de précarité au sein de la population? Je vais peut-être emprunter le style que M. a dit, c'est que pas qu'on rentre de plein pied comme ça dans le débat, il faut peut-être se demander si nous avons, si nous faisons le point, encore une fois, du niveau d'implémentation des piliers de la bonne gouvernance. C'est constant et que, d'une part, le placement du Bénin sur certains indicateurs de la bonne gouvernance, la liberté d'expression, l'état de droit, les droits de l'homme en général, les placements sont là et montrent clairement que nous avons encore du grain à moudre, nous avons encore du travail. Comme l'a dit le père directeur, pour des acteurs de terrain, lorsque vous allez à l'intérieur du pays, en mission de surveillance, documentation, rapportage, ce qu'on appelle en droit de l'homme la SDR, et si on veut plus globalement en mission de monitoring, quand vous allez au-delà, c'est-à-dire en apport de solutions à travers le plaidoyer classique, le plaidoyer juridique, ou même l'éducation aux droits humains, vous vous rendez compte que de cette mission de monitoring, vous revenez contrit de ce que l'humanité que vous incarnez pourrait être complètement avilie. Vous êtes dépaysé de voir des semblables à vous dans des situations qui trahissent totalement, c'est-à-dire les engagements pris dans les conventions internationales, régionales, sous-régionales, des fondamentaux définis et consacrés dans la Constitution, et même des droits définis dans les lois, et même des promesses et à la limite même des droits créances déjà liquidés à travers des politiques publiques en cours d'exécution qui étaient supposés, si bien exécutés, devraient vous épailler ces constats de droit. Et donc on se pose des questions. Parfois vous êtes appelé donc à constater qu'il y a une volonté politique dont on ne peut douter. Et quand vous suivez l'actualité de gouvernance de votre pays, vous êtes convaincu de ce que les moyens sont mobilisés. Et donc, vous interrogez sur pourquoi de la volonté politique passant par les moyens mobilisés, l'impact fait défaut. Voilà. Je crois que des OMD de 2000 à 2015, l'humanité au sein des Nations Unies a marqué un arrêt important et a dû faire le bilan multi des OMD. De par donc la vocation à une gestion uniquement sur les résultats, pour redéfinir 17 objectifs assortis de cibles, afin que, au-delà de la gestion sur les résultats, nous puissions donc interroger l'impact des résultats. D'où, aujourd'hui, de 2015 à 2030, on nous prédispose davantage à mettre un point d'honneur sur la gestion assez sur les résultats de développement. Avec comme recette l'approche fondée sur les droits humains. Alors la question, c'est, dans le contexte du Bénin, est-ce que le modus operandi de mise en œuvre, de conception des politiques publiques est suffisamment sensible à ce que nous avons acté depuis 2015 au sein des Nations Unies et qui d'ailleurs explique le fonctionnement et l'évolution de nos institutions en termes de logique qui consiste à dire ne laisser personne de côté. Le thème voudrait nous rappeler que des gens sont laissés de côté. Merci. Honorable justement, le président Jacques Kennedy, dans un instant, évoquait ses réserves sur la thématique. En résumé, oui, la précarité telle que indiquée dans cette thématique n'est pas une mauvaise chose. Est-ce que vous partagez cette idée? Non, pas du tout. La précarité ne peut pas être vue simplement sous la forme de pauvreté. C'est vrai, il a évoqué la question du besoin circonstancié qui peut être dépassé. Mais
la précarité, c'est aussi l'incertitude. Lorsque, je prends un exemple, lorsque, par exemple, vous êtes dans une région de notre pays, vous aviez vos occupations, vous êtes cultivateur, vous avez vos occupations, et du jour au lendemain, par des attaques, ce que vous n'avez pas prévu, vous êtes obligé de déserter. Vous êtes obligé de déserter votre logement, de déserter aussi l'élément fondamental qui constitue votre gagne-pain, la terre. Nous sommes dans la précarité. Lorsque la politique nationale mise en place ne permet pas à des jeunes, des milliers de jeunes. Aujourd'hui, par exemple, si vous regardez bien à la fin de chaque année, c'est des milliers de jeunes qui sortent des universités. Avec quoi comme réalité, c'est l'incertitude, c'est de la précarité. On ne peut donc pas construire une république, un État sur la précarité. Il faut donc travailler à endiguer la précarité. Et de quelle manière la bonne gouvernance fait partie des stratégies proposées pour y arriver. Donc pour moi, le thème est suffisamment actuel et répond aux préoccupations qui sont là. Je reste avec vous dans la suite de vos réflexions. Quel lien entre dans le système de loi, la façon dont la gouvernance est implémentée, est-ce que cela induit une précarité dans le pays? Oui, mais à coup sûr. À coup sûr. Bon, si vous voulez, on va intégrer. Gouverner n'est pas facile. Je le reconnais. Gouverner n'est pas facile. Mais bien gouverner, c'est ce que nous recherchons tous. Dans les piliers évoqués pour la bonne gouvernance, vous aurez par exemple la démocratie, la loi, le respect de la loi, le respect du bien public, ainsi de suite. Nous allons revenir peut-être sur chacun des points. Je prends un petit exemple. Nous sommes un pays à revenu presque essentiellement fiscal. La possibilité pour nous de recueillir nos ressources, ce n'est pas la douane. La douane est donc une institution régalienne pour nous. Aujourd'hui, posons-nous la question de savoir, dans nos réalités, la douane joue-t-elle son rôle normalement? Par l'option de la gouvernance actuelle, c'est une structure privée qui est chargée de faire cette collecte. La douane, pratiquement, appuie cette structure. Non. C'est une réalité, ce n'est pas une invention. C'est une réalité, ce n'est pas une invention. Quand c'est comme ça, et que c'est cette structure qui prend d'abord sa part de pourcentage, et une part va à l'État, c'est de la bonne gouvernance. Ce n'est pas la bonne gouvernance. Est-ce que ce n'est peut-être pas une recherche d'efficacité qui amène le gouvernement à faire cette option? Écoutez, je peux comprendre peut-être qu'on note éventuellement un mauvais fonctionnement, mais le manager que vous êtes, responsable politique que vous êtes, vous devez travailler à améliorer cela. Ne pas le faire et avoir recours à une structure privée pour engranger une part des ressources qui doivent aller à l'État, et surtout si cette structure privée est relativement proche des centres de décision, la question se pose. Nous avons besoin, l'État a besoin de ressources suffisantes pour injecter dans tous les domaines. On a parlé bientôt de la santé et de l'éducation. L'éducation et la santé ont besoin de ressources.
Ces ressources, il faut les avoir. Et pas seulement par les prêts, il faut avoir les ressources. Et ces ressources, donc, il faut optimiser. Et optimiser ces ressources, par rapport à l'exemple que j'ai cité tantôt, demande à ce qu'on essaie d'améliorer éventuellement et non d'asphyxier en mettant une structure privée où se remplir les poches. Ça pose un problème de gouvernance. Ça pose un problème de gouvernance et nous pouvons aller sur tous les points les piliers de la gouvernance pour évoquer cette question-là. Et donc, si l'État n'arrive pas à avoir les ressources qu'il faut, la précarité va s'installer. Le président Jacques a dit, est-ce que c'est parce que vous pensez que nous sommes dans un système bien gouverné, avec des principes et des valeurs de bonne gouvernance, que cela devrait induire une absence de précarité? Bon, d'abord, je ne veux pas répondre à mon ami. Vous êtes libre de le faire. Par rapport à ce qu'il vient de dire au sujet de structures privées qui s'occuperaient de la loi. Parce que je pense qu'il est dans le parti politique, les démocrates en l'occurrence, dont le président est l'initiateur de ce sujet-là. J'espère qu'ils ont fait le gouvernance. Parce que le sujet qu'il évoque n'est pas né en 2016. Ce sujet-là, les gens sont dans la salle, ils comprennent bien que le géniteur de ce qu'ils dénoncent est le président de son parti. Donc ça, on ne va pas faire ce débat-là. Donc, je pense qu'il va prendre la parole, il vous expliquera que quand est-ce que son président a fait son meilleur coup, pas pour dire bon, je me suis trompé en disant que bon, il faut mettre en place tout ce qui est comme ça pour faire de la bonne gouvernance en termes de travaux pour aller dans le pays. Je persiste et je signe par rapport au thème que la précarité n'a pas de problème. La précarité, c'est l'instabilité, c'est l'incertitude. Moi, je voudrais couvrir ce thème si on avait remplacé la précarité par la misère, par la pauvreté, par autre chose. La précarité, c'est trop fort pour vous? La précarité n'est pas que je refuse d'admettre que la précarité soit une mauvaise chose. Je gagne 10 millions dans un emploi de 6 mois, je reste sans emploi pendant 4 mois, je retrouve un autre emploi après, je gagne 5 millions, je vais au chômage. C'est ça la précarité, c'est l'instabilité. C'est-à-dire l'instabilité d'une situation qui n'est pas forcément une mauvaise situation. Moi, je tiens à le dire, parce que la sémantique, ça a son sens. Maintenant que les gens assimilent précarité avec la misère, moi, je ne vais jamais le faire. Par exemple, lorsque je dis que j'ai une santé précaire, ça ne veut pas dire que forcément je suis tout le temps en mauvaise santé. Si je dis que je suis en situation de logement précaire, ça ne veut pas dire que je suis mal logé. Ça, je tiens à dire. Maintenant, est-ce que la bonne gouvernance, justement, l'impératif de la bonne gouvernance peut jouer un rôle à améliorer la vie des gens, le bien-être des gens? D'abord, j'ai posé une question. Cet appel est lancé. Vous êtes un citoyen de ce pays. Est-ce que c'est lancé au gouvernement? Est-ce que c'est lancé à tout le monde? Et est-ce que la bonne gouvernance est une quête du peuple béninois dans son entièreté? Parce que les vraies questions, il faut qu'on se les pose. Lorsque, par exemple, je suis un parti politique de l'opposition et dans la gouvernance de ce parti, dans la gouvernance de l'animation de la vie politique, je sors des éléments pour manipuler. Est-ce que je fais de la bonne gouvernance? Quel est l'impact de ce comportement-là sur la population?
Lorsque je suis, par exemple, un apprenti à la GDZ et que on me recrute en tant qu'apprenti, placé pour être formé à la GDZ pendant 8 mois à 1 an, et on dit pour cela l'État, à travers la NPE, s'engage pour me donner une allocation de 50 000 francs par mois pendant la période de formation, est-ce que ça fait de moi un salarié de la GDZ pour que, manipulé par qui nous ne savons pas, vous fassiez une vidéo pour dire bon, vous travaillez, vous savez de quoi je parle là? Vous sélectionnez bien vos exemples, président. Pardon? Vous sélectionnez bien vos exemples. Bien sûr. On peut en donner d'autres. Bien sûr. Est-ce que c'est aussi la bonne gouvernance dans un système démocratique oui. Quand on procède à des arrestations aussi. C'est pourquoi j'ai posé je pose une question. L'appel lancé à qui? Est-ce que le peuple béninois est un peuple en quête de bonne gouvernance? Moi, je voudrais prendre surtout votre avis. En tant que président du parti, l'impératif de la bonne gouvernance, nous système comme le nôtre, qu'est-ce que ça fait? Pardon? D'abord, la bonne gouvernance est une nécessité. Voilà. C'est une nécessité. Mais ce n'est pas une nécessité orientée vers les gouvernants publics ou politiques. Ah oui, vous le pensez? C'est une nécessité à tout le monde. À tout le monde. Vous-même, en tant que journaliste, vous devez faire votre boulot en respectant les principes de bonne gouvernance. On est d'accord? Nous avons un expert de gouvernance publique ici, à qui je vais justement poser cette question. Comment? Parce que bon, la manière dont vous... Parce qu'ils sont deux à avoir un avis. Normalement, vous devez sauver le temps et me donner... Vous avez posé une question. Oui. Nous avons un expert qui est mieux placé pour nous répondre. Okay. L'impératif de la bonne gouvernance, est-ce que c'est non, est-ce qu'il est expert en bonne gouvernance? Expert en gouvernance publique. Ah oui, mais moi je suis expert en gouvernance. Donc, vous êtes ici en tant que président du parti. Oui, bien sûr. Moi, je pense que au Bénin, nous avons l'habitude de faire des débats superficiellement. C'est-à-dire, on s'intéresse souvent aux effets et on laisse les causes. On laisse les causes. Et c'est ça qui fait que nous tournons en rond. Depuis, on se plaint des mêmes choses et on pense qu'on est la bonne gouvernance au Bénin. Moi, je le dis avec beaucoup de gravité, mais pas une quête. Ce n'est pas une préoccupation des Béninois. Ce n'est pas une préoccupation. Vous prenez n'importe qui au Bénin, ce n'est pas son problème la bonne gouvernance. Ce n'est pas son problème. Et si vous voulez qu'on démontre ça, on va se mettre à démontrer. Merci. Quand on parle de bonne gouvernance, on devrait s'adresser à qui? Au chef de l'État, au nom du gouvernement, aux députés, aux citoyens, on devrait s'adresser à qui? Merci pour la relance. Donc je crois que mon prédécesseur, certainement c'est tout même brutal. Effectivement, on ne devrait pas avoir au Bénin la bonne gouvernance comme un problème. Parce que lorsque vous vivez constitutionnellement l'option républicaine, comme régime politique, vous faites l'option de la démocratie. Et cette république a pour devise fraternité, justice, travail. Et par le jeu de la démocratie représentative, vous mandatez. Vous mandatez des personnes pour décider des règles de comment vous allez vivre. Des personnes mandatées pour définir dans quelles conditions vous pourriez contribuer à votre propre bien. Des personnes pour exécuter la cagnotte totale de la contribution. Contribution directe comme indirecte. Est-ce que ces personnes forcées comme volontaires. On peut les nommer, ces personnes? Ah oui, du Parlement à l'exécutif,
et je dis bien pas le jeu de représentation en démocratie, lorsque, en bon citoyen, vous avez accepté l'option de confier votre quiétude, votre dignité humaine et votre sécurité, et disons, vous mettre à l'abri de la précarité financière, ce qui peut-être manque là comme précision pour rassurer les uns et les autres. Quand vous avez, en tant que citoyen, fait l'option d'adhérer à ça, et vous avez en ligne de mire la devise comme promesse quotidienne, parce que lorsqu'on a fini de contribuer, on espère que la mise en route par l'exécutif du service public devrait pouvoir, tel que dit, assurer à chacun la justice sociale. Effectivement, quand vous êtes dans cette assimilation citoyenne de la République de la démocratie, vous ne devrez avoir aucun problème de la bonne gouvernance. Et il a raison de le dire. Après, une carte. Lorsque volontairement vous vivez, vous voyez, le Béninois, il est assez, ce que je sais des Béninois, c'est qu'ils sont assez bons citoyens et bonnes citoyennes. Et quand vous vivez cette citoyenneté active, cette citoyenneté à la limite, même parfois, je vais dire, parfois complice, parce que trop tolérante. Ailleurs, vous avez des gens qui, de par cette rupture de contrat, parfois sur des circonstances incidentes de mauvaise gouvernance, estiment qu'il y a rupture de contrat républicain et s'invitent dans l'incivisme fiscal. Parce qu'il y a un contrat de base en fait. Voilà. Et parce que si vous voulez bien qu'on parle du civisme, ça a sa typologie. Et on peut parler de l'incivisme de comportement, de l'incivisme de misère, de l'incivisme de conviction et de l'incivisme d'État. Et donc parfois les gens vont à l'incivisme de conviction, pas à l'incivisme de l'État. Lorsqu'il y a une rupture, c'est-à-dire du contrat républicain, tout simplement. Et donc on ne peut pas, lorsqu'on a été présent à la présidence de la République le 16 décembre 2016, où le jeune ministre d'alors des Finances, fraîchement débarqué au Bénin, promettait à tout le monde qu'il ferait du recouvrement fiscal sans complaisance au pays. Lorsqu'il a fini de dire ça, et qu'il a effectivement fait depuis 8 ans, 9 ans, il faut s'assurer qu'il y ait une rétribution équitable. Est-ce que ça se fait selon vous? C'est pas du selon moi. Je pense que le Bénin, c'est régulièrement pas évalué. C'est régulièrement. C'est pas du selon moi. Ce qu'on dit, c'est suffisamment important pour qu'on fasse du selon soi, qu'on dise du selon soi. Le Bénin, par rapport aux ODD, est régulièrement examiné au sein des Nations Unies. Au Conseil des droits de l'homme, par les pays, les règlements examinés. Devant les organes de contrôle conventionnel, les règlements examinés. Et les rapports de ces exercices de redevabilité internationale sont suffisamment évocateurs de la pertinence du thème de ce jour. Et donc, il suffit tout simplement d'avoir comme préoccupation, de façon consensuelle et participative, ce à quoi l'État béninois lui-même, c'est-à-dire reconnaît avoir encore des défis à relever pour ensemble retrousser les manches. Qu'on soit opposant, qu'on soit porteur de responsabilité en tant que gouvernant du moment, qu'on soit acteur de la société civile dans le volontariat citoyen au contrôle de l'action publique, qu'on soit acteur des médias comme vous, avec le devoir d'informer comme cela se devrait. Chacun devrait jouer son rôle et répondre donc de l'impératif d'une bonne gouvernance pour vaincre l'infâme. Honorable, vous qui avez des inquiétudes sur la pratique de la bonne gouvernance au pays, comment la bonne gouvernance peut améliorer le quotidien des citoyens? Merci beaucoup. Nous avons toutes des responsabilités face à notre peuple. Je dis, nous avons tous, nous, en tant que citoyens, en tant que responsables, nous avons tous des responsabilités. Certains plus que d'autres. Vous comprendrez avec moi que nous avons, selon notre organisation, nous avons décidé de remettre dans les mains
de l'exécutif des prérogatives fortes pour permettre à ce que la population en général, chacun puisse avoir la rétribution qu'il faut pour son vivre quotidien. Et justement, par rapport à ça, chacun a ses devoirs. En tant que citoyen, nous avons le devoir de suivre des règles, de payer nos impôts, ainsi de suite. Mais le pouvoir central a l'obligation d'assurer pour nous la santé, le transport, l'éducation, la justice, notre liberté en général. Et donc, cet exécutif dans les mains desquels nous avons remis nos contributions chacun, lorsque on retrouve des failles, on se demande pourquoi ces failles. D'où l'obligation d'insister sur la bonne gouvernance pour qu'il n'y ait pas ces failles, pour que chacun puisse véritablement. Lorsque par exemple, nous décrétons qu'une fois arrivés au pouvoir, nous devons libérer la justice, donner une certaine indépendance à la justice. Et qu'on constate dans la pratique que cette même justice est utilisée pour écraser les citoyens, on se pose des questions. On est obligé de se dire, cette pratique-là, cette gouvernance-là, elle n'est pas bonne. Il faut donc qu'on suive les règles dans ce domaine-là. Et ce que ça fait, la mauvaise gouvernance sur les uns et les autres, est très grave. Lorsque j'en parle souvent, lorsque je me rappelle, par exemple, que parce que des citoyens ont voulu simplement revendiquer leurs droits, ont voulu peut-être, ont souhaité participer à une élection, on les retrouve là où on les retrouve avec des condamnations que nous connaissons. La justice, utiliser la justice qui est censée être indépendante pour nous couvrir, nous tous, pour nous garantir donc cette justice. C'est cette justice-là même qui est utilisée pour écraser les citoyens. D'où l'obligation de tous les exécutants, les gouvernants, de respecter les règles que nous nous sommes données librement. Est-ce que chacun de nous est heureux de voir les enfants de Joël Aïvor? Joël Aïvor, cet enseignant, cet homme politique qui avait un idéal, qui a souhaité partager cet idéal-là avec son peuple. Est-ce que nous sommes heureux de voir que ces enfants sont aujourd'hui depuis des années sans leur père, sans l'éducation que leur père doit leur donner, son épouse qui est sans son époux depuis, et l'université, les étudiants qui sont sans leurs enseignants? Est-ce que nous sommes heureux de voir ça? Est-ce que nous sommes heureux de constater, et surtout ceux qui ont fait des marches avec ces derniers, que ce qui devrait être ce que nous avons décidé ensemble pour construire, pour que ça nous protège, soit l'instrument utilisé pour écraser la vie de quelqu'un comme Réki Amadou? Est-ce que nous en sommes fiers? Les exemples que vous donnez, vous faites un lien avec les pratiques de la bonne gouvernance? Oui, justement, c'est de la mauvaise gouvernance. Je parle de la mauvaise gouvernance. Et donc, nous avons l'obligation d'instaurer la bonne gouvernance. Nous avons l'obligation d'exiger de ceux qui nous dirigent le respect d'un certain nombre de contrats que nous sommes. Conséquemment, je suis sûr que le président Jacques Ayadi vous dira que c'est la justice qui a rendu les décisions sur des citoyens donnés.
Oui, il va certainement le dire. Il va certainement le dire, je n'en disconviens pas. Mais nous sommes tous contemporains de notre histoire. Ça ne vous surprend pas que dans cette République, tous ceux qui osent, ceux qui souhaitent brider un certain nombre de responsabilités se retrouvent dans des conditions particulières, ça ne vous surprend pas. Ça devrait nous surprendre. Et c'est justement pour ça que la bonne gouvernance devrait être l'exigence première pour les gouvernants. C'est vrai qu'en tant que citoyens, nous avons nos devoirs. Non pas seulement des gens, nous avons nos devoirs. Mais l'exécutif aussi a ses devoirs. Et c'est au nom de ces devoirs que j'ai cité tantôt la question de la justice. Il y a bien d'autres questions qu'on peut aborder dans ce cadre-là. Voilà. Président Michel a dit c'est pour m'assurer que vous aurez le temps nécessaire pour dire justement partager avec le public vos réflexions. Quand on entend honorable Jules de Joux, on a le sentiment que on a des problèmes de bonne gouvernance. Bon, moi je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de problème de bonne gouvernance dans le pays, mais je dis bonne gouvernance de qui? C'est la question, moi je ne veux pas parler. Bonne gouvernance de qui? Des gouvernants, est-ce que la bonne gouvernance est une quête des Béninois? Je pose toujours la question. Il parle bien. Mais parler bien, c'est pas. Moi, je n'ai pas encore vu le président de la République présider une cour pour condamner qui que ce soit.